Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous sur Sud Radio et avec quelqu'un que vous connaissez bien, Sophie de Menton. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous ce matin. Je vous ai invité parce que vous venez de publier un livre. Donc on prend un petit peu plus de temps pour évoquer ce livre avec vous qui est paru aux éditions Erol sur cette France qui est sans dessus dessous, qui est un de vos chevals, on dirait un de vos chevaux de bataille. Bonne question, grammaire. Mais vous savez que j'ai un peu écrit peut-être, Valérie, à cause ou grâce à vous. À l'émission. Ben oui, à l'émission. Parce que d'abord, on est un peu désolé, on cherche des coups de cœur tous les jours, et on est un peu désolé de commenter. Et puis très souvent, on commente effectivement des événements qui sont extérieurs, en particulier à l'entreprise, aux salariés. Et les absurdités qu'on vit au quotidien dans les entreprises sont équivalente à celle, chers auditeurs, que vous vivez lorsque vous remplissez vos déclarations ou que vous cherchez administrativement à faire quelque chose. Oui, c'est ça, parce que l'administration, vous dites, c'est un virus. En évoquant cette suradministration, on l'évoque aussi nous régulièrement, mais c'est vrai que c'est cet état profond qui bloque la France. Absolument, et je voudrais, on le dira jamais assez, ce ne sont pas les fonctionnaires que j'attaque. Je veux dire, ce matin, ceux qui nous écoutent, ils font leur boulot. C'est pas du tout le sujet. C'est qu'ils sont dans des structures qu'on a mises en place, que ces structures chevauchent d'autres structures, qu'ils n'ont pas le pouvoir, sinon éventuellement le pouvoir de dire non ou de ralentir quelque chose. Ils n'ont pas le pouvoir de dire oui. Quand vous allez faire vos papiers, on voit ce qu'il en est des processus invraisemblables. Donc c'est pas ça. Je pense que les fonctionnaires devraient avoir des objectifs qui permettent de progresser, de gagner plus, et que beaucoup de fonctionnaires, ça j'y tiens énormément, n'ont aucune raison d'avoir un statut particulier. Alors, c'est vrai que vous êtes présidente du mouvement éthique, qui est un mouvement patronal. Donc, vous voyez, la manière dont les entreprises gèrent leurs salariés, gèrent leur production, leurs salariés, etc. Et vous vous dites finalement pourquoi on ne prend pas exemple sur la manière. Alors ça, c'est évidemment, ça va en faire bondir plus tard, puisqu'on parle de l'hôpital entreprise. On se dit qu'à chaque fois qu'on essaye d'intégrer tout ce qui est entreprise, ça ne fonctionne pas. Vous vous dites que c'est l'inverse. Alors, c'est pas tout à fait l'inverse, et je demande à chaque auditeur de réfléchir. Quand on dit on ne manage pas comme une entreprise, ni l'État, ni l'hôpital. D'abord, manager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gérer des hommes, ça veut dire être efficace, ça veut dire ne pas perdre d'argent, ça veut dire énormément de choses. Donc, oui, bien sûr, un hôpital n'est pas une entreprise. Sauf que quand vous avez 20% d'administratifs en plus par rapport à l'Allemagne, par rapport au personnel soignant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mal géré cet hôpital d'un point de vue administratif, efficacité, etc. Et que sur ce point précis et uniquement, c'est là-dessus qu'on pourrait demander ou regarder comment fonctionnent les cliniques privées, par exemple. Donc, on est en train d'amalgamer. Je pense qu'il y a une pédagogie à faire, d'ailleurs, sur tout ça. Bien sûr mais manager la clé de l'armoire aux médicaments dans l'hôpital qui est fermé avec autorisation simplement au professeur de l'avoir le samedi matin entre 10h et 11h, je suis désolée, c'est un très mauvais management. Enfin, il n'y a pas que ça aussi. Quand on parle d'hôpital entreprise, c'est aussi là, je prends l'exemple de l'hôpital, mais c'est de faire des économies, c'est de rationaliser, c'est ça. Alors, les économies. Alors d'abord, il y a une chose qu'il faudrait faire, parce que je ne vais pas. Oui, parce que vous donnez des solutions dans le livre. Oui, un petit peu quand même. Il y a beaucoup il y a un constat avec des exemples qui sont tous plus absurdes les uns que les autres, mais vous donnez aussi des solutions, des propositions. Je donne des solutions, et je donne des solutions extrêmement simples, parce que je ne me prends pas pour une politique, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas. Il y a énormément de cas où je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Mais oui, il y a des solutions. Et en particulier dans les hôpitaux, je crois qu'il y a des cas très intéressants qui se sont avérés, c'est pendant la pandémie, quand le secteur les médecins ont pris le pouvoir. Ils ont dit au directeur de l'hôpital, bon, stop, il y a le Covid, on ne sait plus quoi faire. Moi, j'ai un étage qui est pratiquement vide, je peux renvoyer des malades chez eux. Et les stupéfaits, les directeurs d'hôpitaux, on laissait faire, et ça a été extraordinaire. Et quand ça a été fini, eh bien, l'administration a repris le pouvoir. Donc, ça veut dire quoi, que ce ne sont pas les bonnes personnes qui dirigent, en fait?
Alors, vous savez que c'est la même chose au niveau de l'État. En ce moment, on va évidemment en parler tout à l'heure, il y a les politiques. Montrez-moi un chef d'entreprise dans cette campagne qui interroge les politiques. Bon, les journalistes sont très efficaces, mais il n'y a pas un chef d'entreprise dans le lot. Le mot entreprise, où est-il proposé? Il est proposé... Mais c'est un gros mot, le mot entreprise aujourd'hui. Alors, non, les Français aiment vous donnez l'exemple, l'entreprise. absolument, c'est dans votre introduction, vous dites, finalement, l'entreprise, quand on fait un sondage, c'est l'entité en laquelle les Français ont le plus confiance. Ils n'aiment pas les journalistes, ils n'aiment pas les journalistes, ils n'aiment pas les politiques, ils n'aiment pas tout un tas de choses. En revanche, l'entreprise a un taux de confiance très important. Alors, c'est formidable, mais c'est peut-être justement que ça fait peur aux politiques, parce que je suis sidérée par des propositions de certains candidats qui disent, bon, alors vous payez des charges sociales, c'est pas assez élevé, le salaire minimal, donc on va continuer à payer les charges sociales, mais l'État va compléter le salaire de nos salariés. Mais je rêve. Alors, il paraît que c'est obligatoire parce qu'on n'arrive pas à diminuer vraiment les charges sociales et que c'est insuffisant. Cotisation sociale. Hein. Oui, charge, pardon. C'est mal vu. C'est très mal vu. C'est mal vu. C'est très mal vu. C'est un poids. Enfin, vous savez, quand on fait les chèques, on trouve que c'est une charge, mais ils sont indispensables. Il faut rappeler, on ne le répétera jamais assez, que quand votre patron vous paye, quand vous avez un salaire de 1000 euros, pour prendre un chiffre rond, le patron paye 2000. Absolument. Même, je crois que c'est 2100. Et le pire, le salarié ne touche que 800. Ouais. D'où cette prime à 1000 euros que j'avais suggérée, vous avez suggéré, et qui était juste pour que les gens comprennent. Alors tiens, à propos d'hôpital, il y a quelque chose de fondamental, parce que c'est bien joli, on a les politiques qu'on mérite. Je pense que il est important que nous soyons tous conscients des choses. Quand vous passez à l'hôpital, moi, je pense, c'est pas compliqué à faire avec l'informatique, qu'il faut que vous ayez une note. Vous avez coûté 13 000 euros pour 5 jours. 13 000 euros. Et vous partez les mains dans les poches sans avoir déboursé un centime. Je pense que vous arrivez à l'hôpital, c'est un supermarché gratuit. Donnez-moi votre carte vitale, et puis voilà, vous allez chez le médecin. Qu'est-ce que je vous mets? Enfin, c'est inimaginable. Donc il y a une espèce de gabegie intellectuelle dans le pays. Et c'est ça que je dénonce fondamentalement, parce que, je le dis suffisamment ici, on est tous responsables. Je veux dire, c'est pas possible. Et on est en train de demander à l'État tous les jours plus, tout en râlant. Mais est-ce que la France est un pays réformable? Quand on voit qu'à chaque fois qu'une réforme est annoncée, c'est un de vos chapitres, tout le monde descend dans la rue. Est-ce qu'on peut réformer la France? Ah là 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 là. On va leur demander ce soir, mais est-ce qu'on peut réformer la France? Alors figurez-vous que j'ai été outrée. Nous avons reçu au mouvement éthique que je préside, avec 220 chefs d'entreprise, Éric Zemmour. Nous recevons tout le monde, on a invité Mélenchon. Bon. Et la première question que j'ai posée, j'ai dit, bon, moi j'aimerais qu'il y ait un candidat, et je le dis dans le livre, qui me dise quelles sont les limites et concrètement les missions régaliennes de l'État, concrètement. Est-ce que, d'ailleurs ça a été une réforme, est-ce que c'est de fournir les plateaux repas dans les hôpitaux? Bon, maintenant c'est sous-traité, mais ça ne l'était pas. Et je dis, ces missions régaliennes, il faut réformer la France de ce point de vue-là. Et Éric Zemmour me regarde un peu outré, me dit, je ne suis pas là pour réformer la France, je suis là pour la sauver. Les bras m'en sont tombés. Parce que c'est très grave de dire ça. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout l'impression que... vous savez, les Anglais disent le diable est dans les détails. Mais est-ce qu'il y a un des politiques que vous avez reçus qui ont conscience qu'il faut la réformer, la France? Eh bien, je vais vous dire, celui qui en a le plus conscience, bizarrement, c'est Emmanuel Macron. J'en parlais récemment dans un entourage direct. Il dort pas la nuit. Et il dit, si je me représente, entre guillemets, et pour réformer, d'abord il faut que j'ai une majorité à l'Assemblée, et il dit, par exemple, pour les administrations, il faudrait une forme de spoil system, ça veut dire à l'américaine que... On vire tout le monde. Non. Bah, les patrons des administrations changent, vont ailleurs, hein, rassurez-vous. Ensuite de ça, c'est pas la postière qui va être virée. En France. Mais il faut changer à chaque fois ceux qui tiennent, ils ont le pouvoir, ils tiennent l'administration, les présidents défilent, pas eux. Et il dit, il va falloir réformer complètement presque l'organigramme, il faut supprimer des couches. Et il se dit, mais comment je fais? Les administrations seraient pas dirigées pendant 2 ans. Alors, compliqué, il pense que
pour tout ça, il faudrait un temps fou. Ouais. Donc je pense qu'il faut d'abord le préparer immédiatement, avoir des groupes de travail, c'est pas des commissions, c'est des gens qui bossent, c'est des chefs d'entreprise, et essayer d'y aller pas à pas. Mais il y a des réformes très simples qu'on peut faire. Ouais. Comme quoi? Parce que l'État profond, justement, comment vous le réformez? Alors, je pense qu'il faut donner le pouvoir et arrêter de faire l'interministériel. Tiens, l'interministériel, c'est une catastrophe. Dès que vous voulez prendre une décision, vous avez 4 ministères qui se pointent avec des responsables qui n'ont pas le pouvoir et qui retournent dans leur ministère en s'en fichant complètement. C'est un truc qui bloque la France, interministériel. Et là, on a aujourd'hui, on est en train, il y a un site Entrepreneurs pour la République qui a mis des gens, on est en vague de Covid, qui a mis des gens qui ont des solutions. Par exemple, là, la ministre va dire le télétravail, vous avez le droit d'eux, etc. Là, il y a des gens qui ont des peintures virucides, qui ont des désinfectants, des analyses de CO2. On n'a pas le droit de les mettre en avant sans autorisation ministérielle. Vous vous rendez compte ? On est plombé par... on n'a pas le droit. Par l'administratif et l'administration. Et c'est vrai que les entreprises, nous, on a acheté un purificateur d'air à Sud Radio dans chacun de nos studios grâce à une émission que j'avais faite suite à une recommandation d'un médecin, d'un entrepreneur français qui a eu toutes les peines du monde à obtenir une autorisation d'exploiter alors qu'il avait fait tous les tests, mais ça n'arrivait pas. Exactement. Et des exemples comme ça, exemples comme ça, vous en avez des tonnes pendant la crise. Je crois que les entreprises ont fait énormément. On a apporté 50 millions de masques, c'était interdit. On pouvait pas prendre la température, on pouvait rien faire. Et l'exemple que vous donnez est extraordinaire parce que c'est vraiment le moment. Et Matignon, harcelé par nous, a fini par dire oui, on veut bien s'il y a un ministre qui s'engage. Non mais je rêve. Il y a toutes ces boîtes qui attendent et qui ont fait les tests partout. Il faut qu'il y ait un ministre qui s'engage. Entrepreneurs pour la République. Effectivement, Sophie, vous connaissez parfaitement les entreprises. Sylvie dit de Menton, donc c'est Madame de Menton, Sophie de Menton et son patronat qui a la science infuse. Elle n'a pas la science infuse, mais je pense qu'il y a effectivement des... Mais notre auditrice là, la science infuse, j'aimerais savoir en quoi elle l'a, par exemple. Elle pourrait me donner des conseils, parce que figurez-vous qu'un entrepreneur, il fait qu'une chose, c'est écouter les gens. Je suis enchantée d'écouter les gens. Non, mais on vous dit c'est les salariés qui font les entreprises. Mais évidemment, mais c'est parfaitement juste. Et vous savez sur quoi je travaille en ce moment? C'est les rendre actionnaires. C'est même pas les intéresser, parce que l'intéressement c'est bien. Les rendre actionnaires de leur boîte. Je vous garantis qu'ils garderont moins leur montre aussi. C'est quand il y a des dividendes qu'on leur en donne. Je suis entièrement d'accord. Je trouve inadmissible qu'il y ait des groupes qui gagnent des milliards et que les salariés n'en aient pas le bénéfice et le dividende. Mais rendre actionnaire, c'est autre chose aussi que d'attendre la prime. Toujours Sylvie qui continue à vous appeler de Menton, donc je persiste. Et elle dit oui, mais c'est bien qu'il y ait des garde-fous et qu'il faille le feu vert ministériel. Oui, évidemment. Non, les garde-fous, vous savez quoi? Je préfère les syndicats au feu vert ministériel. Les syndicats, ils défendent les salariés, pas les ministres. Les ministres, ils défendent leur carrière. Ils ont la trouille, et je les comprends parce qu'on les met devant les tribunaux dès qu'ils font quelque chose. Ils ne veulent plus s'engager. Ils veulent en faire le moins possible. Et si jamais il y avait un capteur de CO2 qui fonctionnait pas, ils auraient trop peur s'ils ont donné l'autorisation qu'on les mette devant un tribunal. Donc non, Sylvie, vous voyez, je préfère les syndicats. Vous voyez où j'en suis? Alors, deux belles macroniennes ensemble, non. Je pense qu'on tape suffisamment sur Emmanuel Macron pour que ce soit... On ne mérite pas ce titre de macronienne. Au contraire, je pense que dans le livre, vous fustigez un certain nombre de... Je suis pas sûre que les macronistes soient enchantés. Lisez-le, le livre. Lisez-le, le livre, ça s'appelle La France sans dessus-dessous, c'est chez Erol. Franchement, ça se lit... préfacé par Luc Ferry. Absolument. Mais ça se lit très bien. C'est à l'image de la couverture, abracadabrantesque parfois dans certaines décisions. Merci Sophie, vous restez avec nous. On va commenter l'actualité ensemble et avec les autres débatteurs. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.